bien, bonjour et bienvenue à toutes et tous à cette quatrième et dernière webconférence qui vient donc clôturer notre mois de septembre turquoise qu'on co-construit avec mon réseau Cancer Gynéco pour la troisième année consécutive. Et tout au long de ces 3 premières webconférences, on a beaucoup entendu les oncologues, les chirurgiens nous parler de prévention, nous dire que certains cancers gynécologiques pouvaient être évités grâce à la prévention et qu'elle était facilitée. Et malgré cela, on constate qu'en France, on est encore très en retard par rapport à d'autres pays concernant la prévention des cancers liés aux infections HPV, alors cancer du col, mais pas que. Les hommes peuvent être aussi concernés, cancer ORL, cancer de l'anus, etc. Le professeur Badoil va nous en parler. Donc, est-ce que c'est un manque d'infos, encore beaucoup d'idées reçues qui sont véhiculées? En tout cas, ce soir, ça nous paraissait essentiel avec Laure de pouvoir balayer toutes ces idées reçues, de répondre aux questions pour que les gens comprennent bien la prévention, pourquoi elle était indispensable et quand la faire. Il y a certainement des choses encore qu'on est en train d'apprendre sur cette prévention. Donc voilà, pour cela, on a la chance d'avoir le professeur Cécile Badoil. Donc professeur Cécile Badoil, merci d'être avec nous. Donc vous êtes chef de service en pathologie à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et vous avez mis en place, il y a plusieurs années, vous avez été une des pionnières en France à prendre ce combat des cancers HPV induits à bras-le-corps et la prévention. Et vous avez créé la première consultation HPV, vous allez nous en parler. Merci beaucoup d'être avec nous. Et nous serons donc rejoints par le docteur Sicard. Alors le docteur Sicard est pharmacien à Châlons-en-Champagne. Il ferme la pharmacie, là il s'occupe des derniers patients. Il va nous expliquer en quoi cette prévention est facilitée par les pharmaciens depuis cet été, mais également de tous les nouveaux rôles des pharmaciens, notamment dans l'accompagnement des patients et des patientes atteints de cancer, notamment par rapport aux thérapies ciblées, aux thérapies orales. Il va donc nous rejoindre tout à l'heure et je laisse la parole à Laure. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente webconférence. Bonsoir, donc nous on est ravis de ce programme Septembre Turquoise et évidemment cette soirée on l'a partagée sur tous nos réseaux et largement autour puisque tout ce qui va être prévention ça nous concerne tous en fait, qu'on soit malade, non malade et toutes les générations. Et là on revient d'une rencontre au cœur de la Normandie où on a pu faire un temps d'échange avec des femmes qui étaient en cure thermale à Bagnoles-de-l'Orne et en fait c'était extrêmement intéressant de voir que on a vraiment besoin aujourd'hui d'avoir plus d'informations, d'avoir justement la chance d'avoir des experts qui nous expliquent, parce qu'on se rend compte qu'il y a il y a un besoin de plus de connaissances. Tout simplement, par exemple, les femmes connaissent le cancer du col de l'utérus, mais pas du tout les autres cancers. Donc certaines, elles pensent qu'il y a qu'un seul cancer gynéco, ce qui n'est pas le cas. On se pose la question de savoir si on dépiste tout avec le frottis ou pas. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Et bien sûr, on a un enjeu tous ensemble de faire bouger les lignes pour la prévention des cancers du col de l'utérus et des autres cancers, notamment auprès de nos jeunes. Donc, on a plein d'informations à entendre ce soir et des questions aussi des patientes de mon réseau Cancer Gynéco. On y reviendra tout à l'heure après l'intervention du professeur Badoil à qui je cède la parole avec grand plaisir. Merci d'abord pour votre invitation, Riane et Laure, parce que c'est toujours très important de pouvoir discuter et puis de continuer à apporter des informations, qu'on essaye d'être le plus juste possible, mais comme on recherche toujours, elles changent, elles bougent, elles sont incrémentées par des nouvelles découvertes, et ça c'est aussi très important, c'est pas parce qu'on sait quelque chose à un temps T que ça n'évolue pas. Donc, je vous ai préparé quelques diapositives avec la mission de vous parler du papillomavirus dans sa globalité, c'est-à-dire avec un abord évidemment ciblé sur les cancers gynécologiques, mais pas que, et vous allez voir pourquoi. Alors,
le papillomavirus, c'est un des virus les plus transmis par voie sexuelle à travers le monde. Il peut être transmis par un simple contact cutané ou muqueux. Il y a une très forte incidence de l'infection par HPV dans le monde, avec 600 millions de personnes qui ont été contaminées et ont infecté. Mais ça, c'est par tous les papillomavirus. Alors, ils sont impliqués dans la survenue de lésions bénignes, comme les verrues plantaires quand on va à la piscine, mais aussi de lésions bénignes qu'on peut retrouver au niveau de la sphère génitale et des muqueuses génitales, comme les papillomes, les condylomes ou les verrues, qui peuvent avoir un impact très invalidant au niveau de ces parties, avec des douleurs, avec des récurrences, avec des gènes, avec un impact sur la sexualité qui peut être très important. Et puis des cancers, on va voir quel type de cancer. Il faut voir qu'il y a à peu près un demi-million, maintenant on considère qu'il y en a même 640 000 nouveaux cas dans le monde par an de cancers qui sont associés au papillomavirus. Alors, quand on parle de papillomavirus, il faut savoir qu'il y en a à peu près 110 sous-types, on dit génotypes, et on considère qu'il y en a 13 qui sont considérés ici sur la diapositive comme high risk, c'est-à-dire qu'on les considère à haut risque d'induction d'une carcinogénèse. Alors, c'est des mots barbares et compliqués, c'est pour dire que ces 13 sous-types, et en particulier l'HPV 16 et l'HPV 18 qu'on va retrouver de façon beaucoup plus prégnante et beaucoup plus importante quand on va chercher un papillomavirus dans des cancers, peuvent être à la source de ce qu'on appelle un carcinome ou un cancer viro-induit, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un impact dans la transformation des cellules. Et donc, ces cellules qui sont infectées par ces différents sous-types de papillomavirus vont se transformer en cellules tumorales. Et donc, il va y avoir la genèse de ce cancer. Donc, la carcinogénèse, c'est la genèse des cancers. Alors, les cancers HPV induits, on va retrouver, je vous l'ai dit, on en a beaucoup. On considère que c'est 4,5 à 7% des cancers diagnostiqués dans le monde. On considère aussi que ce sont 30%, c'est-à-dire les premiers cancers qui sont liés à une infection. Et puis, c'est un tropisme, on va retrouver ces cancers dans beaucoup de sites. Donc, on va les retrouver dans la sphère génitale, on l'a dit pour les femmes, au niveau du col, mais aussi de la vulve et du vagin. Et donc, on considère que 100% ou 90% des cancers du col de l'utérus vont être liés à une infection par le papillomavirus. On va retrouver des lésions précancéreuses parce que cette carcinogénèse dont je vous ai parlé tout à l'heure est très longue, lente. C'est-à-dire qu'il va y avoir une contamination autour de 17, 18, 20 ans et il va y avoir l'arrivée des lésions vers 35, 40 ans et puis des cancers si ça n'est pas bien pris en charge ou si ça n'a pas été détecté dans une moyenne autour de 50 ans en France. Parce qu'il y a de la prévention et on va voir pourquoi c'est aussi important. Et puis on peut retrouver aussi des cancers au niveau du pénis, beaucoup plus rares, et puis on va en retrouver au niveau de l'anus, pour les hommes et pour les femmes. En nombre absolu, c'est 1000 cancers de la femme par an en France et 400 chez l'homme. Chez l'homme, les hommes ayant des rapports avec les hommes, qu'on appelle les HSH, les hommes ayant une sexualité avec les hommes, sont des patients à risque de faire beaucoup plus de cancers de l'anus chez les hommes. Et puis on a une localisation qui est beaucoup plus importante maintenant et qui est de plus en plus importante, c'est la localisation qu'on appelle oropharyngée. Alors c'est un peu barbare. En fait, c'est le fond de la gorge, ce sont les amygdales et c'est une présence de cancer ORL. Et là, eh bien, pour la répartition épidémiologique, on a 80% de ces cancers qui vont être retrouvés chez les hommes. Donc on voit bien que c'est la contamination par le papillomavirus, c'est une question aussi de femmes et d'hommes et de cancer chez les femmes et chez les hommes. Alors, une infection par HPV est une infection la plus courante au monde et généralement on ne sait pas quand on a été contaminé. Il y a de rares transmissions maternelles lors de l'accouchement. Il y a des transmissions salivaires possibles, mais qui sont rarissimes et qui sont difficilement objectivables. Il n'y a pas de transmission par le lait maternel ou le sang. Et il y a d'exceptionnelles transmissions par des objets souillés. Alors, l'incidence
des cancers du col de l'utérus chez les femmes. Alors, ce sont des données 2017, mais la cartographie est à peu près la même pour 2021 où on a les nouvelles données. Et vous voyez qu'il y a un gradient sud-nord où les cancers arrivent moins fréquemment dans le nord parce qu'il y a des politiques de prévention et d'accompagnement des patientes, en particulier avec, on va en reparler tout à l'heure, des tests HPV et des frottis qui vont permettre de trouver des lésions précancéreuses, de les traiter et d'éviter que les cancers arrivent. Dans les pays les plus pauvres ou en voie de développement, eh bien, ces protocoles de suivi et de prévention n'existent pas. Et par exemple, au Laos, au Cambodge ou dans d'autres pays, le cancer du col de l'utérus, c'est la deuxième cause de mortalité chez les femmes. Et là, les femmes meurent à 35 ans. L'incidence pour les cancers anogénitaux, vulve, vagin, anus et pénis, qui ont été mis ensemble, eh bien, vous voyez qu'il y a une répartition qui n'est plus tout à fait la même, puisque la détection des cancers de l'anus n'est pas facile à faire dans toute la population. Il n'y a pas de campagne de prévention, à part pour les populations cibles qui sont beaucoup plus à risque, qui sont les patients et les patientes vivant avec le VIH, pour lequel on va proposer un suivi de protocole de détection des lésions, et puis les HSH dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et puis, il y a les cancers qui sont de l'oropharynx. Alors, je vous ai mis une image et un fond de gorge. Donc, c'est vraiment derrière la langue qu'il y a une structure qui s'appelle l'amygdale qui est très particulière avec un épithélium, c'est-à-dire un recouvrement de la muqueuse qui est très particulier avec l'immunité. On dit toujours que l'immunité, elle se fait dans la bouche, beaucoup et très importante. Eh bien, quand il y a une contamination par HPV, il va y avoir la stagnation du virus un peu plus longtemps au fond de l'amygdale. Et donc, c'est des cancers qui sont reconnus depuis 2017 dans l'OMS, mais qui ont été pressentis depuis 1980, et pour lequel on trouve une évolution et des facteurs de risque totalement différents des cancers ORL habituels qui sont l'alcool et le tabac pour les facteurs de risque, avec une survie est tout à fait différente et des protocoles de traitement totalement différents. Alors, ici, on a la répartition des cancers de l'oropharynx en 2017 et vous voyez que là, pour le coup, c'est dans le nord du monde et du planisphère qu'on va retrouver le plus de cancers de l'oropharynx. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a peu de données au niveau des pays du Sud ou les pays les plus pauvres? Certainement. Et puis, on sait que ces cancers arrivent principalement, je vous l'ai dit, chez l'homme, mais autour de 50-60 ans. Et généralement, ce sont des populations où il y a déjà eu une mortalité beaucoup plus importante et la durée de vie de ces patients n'est pas la même dans les différents pays. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui sont épidémiologiques qui vont interférer avec la présence de ces différents cancers. Et puis, il y a un manque de données, un manque de recherche de ce papillomavirus. Alors, dans l'oropharynx, alors que je vous ai dit que dans le col de l'utérus, c'était 100% des cancers du col de l'utérus qui étaient liés à l'HPV, eh bien ici, c'est 30%. Alors, maintenant que je vous ai planté le décor, c'était pour vous dire, là, c'était une diapositive pour vous dire que on va retrouver du 16 et du 18 principalement, et vous voyez qu'en fonction de la localisation des cancers, eh bien, l'implication, ici, l'implication de l'HPV est totalement différente, 100% dans les cancers du col, alors que, par exemple, dans les cancers de l'oropharynx, en fonction des pays, ça va de 12 à 72%. Ça veut dire que 12 à 72% des cancers de l'oropharynx sont liés à l'HPV. Alors ici, c'était une diapositive française qui est sur le site de l'INCa pour montrer le nombre estimé de nouveaux cas de cancer liés à l'HPV en France. Et vous voyez chez les femmes et chez les hommes qu'il y a vraiment une différence entre les différents sites de cancer. Alors, ici, on va passer très rapidement. C'était juste, sans rentrer dans les détails, c'était pour vous dire que cette carcinogénèse dont je vous ai parlé et que je continue à vous parler est très lente. Elle se passe sur des années. Donc, entre le moment où on va être contaminé et le moment où on va faire un cancer, il va y avoir des événements carcinologiques qui font qu'il va y avoir des cellules anormales que l'on va pouvoir détecter. Et puis, il va y avoir la présence de cet HPV de façon chronique qui va nous permettre de dire, tiens, au niveau du col de l'utérus, s'il y a du papillomavirus, eh bien, il y a peut-être un cancer qui va arriver
dans quelques années. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on a du papillomavirus, 80% de la population est contaminée et seulement 20% vont le garder de façon chronique et une infime partie de ces 20% va faire des lésions. Mais comme c'est toute la population, eh bien, ça touche une certaine partie de la population, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec les chiffres que je vous ai donnés. Donc, la plupart des individus vont éliminer spontanément une infection par HPV dans les 1 à 3 ans. Moins de 1% auront une infection persistante, parmi lesquelles une minorité développera des lésions. Et donc, on sait aussi que c'est parce que quand on a des lésions, eh bien, elles peuvent se guérir toutes seules parce qu'on a des lymphocytes, un système immunitaire qui va permettre de tuer ces différentes cellules. Alors là, c'est pour vous montrer l'évolution qui prend beaucoup de temps et qui est très longue. Donc, les lésions précancéreuses, épidermoïdes ou malpighiennes, c'était des mots barbares, c'est des diapositives qui sont présentées à des médecins, mais c'était important pour vous de dire que les lésions précancéreuses très légères, eh bien entre 10 et 20 ans avant l'arrivée d'un cancer invasif, que 60% de ces lésions vont régresser spontanément et que 10% évoluent vers une lésion de haut grade. Donc vraiment, l'histoire naturelle, elle est longue, et elle est surtout, et c'est la bonne nouvelle, accompagnée des guérisons spontanées. Alors, comment on va aller chercher les cellules anormales? Eh bien, on va faire un frottis cervico-utérin, ce qu'on peut faire en frottis liquide ou à différentes techniques, et on va aller rechercher les cellules anormales. Alors, qu'est-ce qui est proposé à l'heure actuelle? Entre 15 et 30 ans, on sait que, entre 25 et 30 ans, on sait que le papillomavirus est très présent puisqu'il y a une contamination importante, puisque je vous ai dit 80% de la population a été contaminée, et donc il va y avoir une contamination importante. Donc la chance ou le risque de trouver un papillomavirus dans la population des femmes de 25 à 30 ans est tellement élevé qu'on ne va pas angoisser tout le monde. Parce que je vous l'ai dit, à 80%, ça va se guérir tout seul dans les 1 à 3 ans, eh bien on fait un examen cytologique, un frottis directement pour aller chercher des cellules anormales. Et là, vous voyez que si le résultat est positif, alors on fait un HPV, alors on va rechercher le positif, on va vers la colposcopie. À partir de 30 ans, là c'est des statistiques, c'est pas moi qui dis à partir de 30 ans, il y a moins de rencontres de partenaires. C'est à partir de 30 ans jusqu'à 65 ans. On propose aux femmes de d'abord faire un test HPV. S'il est positif, alors on fait un frottis réflexe, c'est-à-dire que le frottis a été fait en même temps que il y a eu l'écouvillonnage pour le test HPV. Et s'il est positif, le frottis, alors on va aller vers la colposcopie. D'accord? Donc un test positif ne veut en aucun cas dire qu'il y a des lésions. Il veut juste dire qu'il y a eu une contamination et que donc il faut faire attention et regarder ce qu'on appelle la cinétique, regarder s'il est toujours présent ou pas. J'essaye d'aller vite. Proportion des femmes ayant réalisé un frottis cervico-utérin en 4 ans, eh bien vous voyez qu'on a encore 61% des femmes qui font des frottis et qui vont voir le gynécologue. En fonction de l'âge, de moins en moins pour ou la sage-femme ou le médecin généraliste. Et vous voyez que cette tendance baisse et qu'il faut continuer à aller faire de la prévention parce que justement, c'est à 50 ans qu'on peut avoir les lésions qui apparaissent. Donc, après la vaccination, pour dire qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Donc, la vaccination, on va parler uniquement de la vaccination prophylactique. Il y a 2 types de prophylaction. Là, c'était pour dire qu'autrefois, il y avait le Gardasil et le Cervarix, que cette vaccination elle ne contient pas d'ADN du virus, mais ce sont des pseudoparticules virales. Qu'est-ce que les recommandations à l'heure actuelle pour la vaccination HPV? Il y a un calendrier vaccinal qui dit que les filles et les garçons, ça c'est pour 2023, doivent être vaccinés de 11 à 14 ans révolus, avec un rattrapage, là c'est 2 doses, rattrapage vaccinal de 15 à 19 ans, 3 doses, avec le vaccin non avalent Gardasil 9 qui contient qui protège contre les HPV qu'on va retrouver dans les lésions bénignes, l'HPV 6 et 11,
et donc des verrues, des condylomes, 100 000 verrues génitales par an en France, et puis les cancers avec 7 hauts risques dont je vous ai parlé. Et puis de façon très particulière pour les HSH jusqu'à l'âge de 26 ans et pour les immunodéprimés jusqu'à l'âge de 19 ans. Alors, il y a une publication en 2022 de l'OMS qui dit déjà une dose, on est efficace. Il vaut mieux aller sur 2 doses comme le protocole le dit, mais une dose, et ça c'est plutôt la bonne nouvelle, en particulier dans les pays qui ne pourront pas offrir une deuxième dose aux différentes populations. Donc la couverture vaccinale anti-HPV chez les adolescentes en France, vous voyez qu'elle est assez hétérogène sur le territoire. À l'heure actuelle, on est à 45%, 46% des jeunes filles en âge d'être vaccinées qui sont vaccinées et 9% des garçons qui sont vaccinés en âge d'être vaccinés. Donc il y a plus de 80 pays, donc 33 revenus faibles ou intermédiaires qui ont introduit la vaccination dans un programme national de vaccination. Donc vous voyez que c'est vraiment de plus en plus de pays qui sont engagés dans la vaccination de façon générale. Alors pourquoi on vaccine ? Eh bien, vous voyez que cette étude qui est sur les cancers du col de l'utérus, je vous ai dit que c'était très long. Eh bien, on a montré que ici, les populations non vaccinées au cours du temps vont avoir, ça c'est le nombre de cancers cumulés, vont avoir l'apparition de cancer du col de l'utérus qui arrive. Chez les vaccinations entre 17 et 30 ans et les vaccinations en dessous de 17 ans, eh bien, vous voyez que plus la vaccination est faite au moment de cette adolescence et avant la contamination, eh bien, ça disparaît. Ou plutôt, il n'y a pas d'arrivée de cancer du col de l'utérus. Donc, il a montré une véritable efficacité. Donc là, c'est les recommandations générales. Vous voyez que dans le monde, on propose des vaccinations jusqu'à 46 ans. La FDA a approuvé. Et ça, c'était pour vous dire que en 2012, il y avait des papiers qui disaient bientôt en 2030, il y aura plus de cancers de l'oropharynx que de cancers de col de l'utérus parce qu'il y a de la prévention et qu'il y a de la vaccination des jeunes filles. Eh bien, en 2012, c'était déjà le cas dans certains États aux États-Unis. Voilà, donc si vous voulez avoir des informations, on a un site qui s'appelle toutsavoir.hpv.org qui présente aussi notre consultation qui est dédiée aux patients. Alors que nous suivons, on ne peut pas le mettre partout, mais il y a de plus en plus de consultations dédiées au papillomavirus qui arrivent sur le territoire et je remercie toutes les équipes parce que tout ça, c'est un gros travail d'équipe. Merci. Alors, merci beaucoup, professeur, pour cette présentation sincèrement passionnante qui nous remet à jour, qui combat les idées reçues éventuelles. Et donc, si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à les écrire dans l'onglet questions de notre webconférence. Et j'avais une question aussi. Parce que vous nous avez expliqué, donc normalement, là, l'objectif, c'est effectivement qu'on se mette tous à vacciner nos jeunes entre 11 et 14 ans. Après, donc, il y a les jeunes qui peuvent, entre guillemets, être attrapés, et puis, donc, les sous-groupes avec des risques plus précis. Mais si on prend l'exemple, par exemple, d'une jeune femme qui a aujourd'hui 28 ans, qui, à l'époque, n'a pas été vaccinée, qui a des prélésions et puis en fait ça s'est résolu tout seul entre guillemets, donc tant mieux, ça correspond à ce que vous avez expliqué. Pour autant, est-ce que par exemple ces personnes, ces jeunes femmes peuvent avoir un bénéfice à être vaccinées même un peu plus tard, donc par exemple à 28 ans? Alors, avec ce risque un peu, puisqu'on se dit j'ai été sensible une fois, peut-être que. Ouais, c'est une vraie question. Donc évidemment, c'est une question sur laquelle il y a des scientifiques et des chercheurs qui se sont intéressés avec des médecins. Donc il y a des protocoles qui ont d'essais thérapeutiques qui ont montré une efficacité dans le retard de l'apparition de lésions qui évoluent et dans le retard de l'évolution. Alors, je recommence. Qui ont permis de montrer que il y avait un retard dans l'évolution éventuelle de ces lésions, c'est-à-dire que ça va pas évoluer, et puis qui vont avoir un effet sur
la diminution de l'intensité des lésions, voire accompagner la disparition des lésions. Donc ça, c'est très prometteur. Pour l'instant, il n'y a pas de recommandation à l'heure actuelle sur la prise en charge de ces patients. Pour autant, il y a, comme vous l'avez vu, la FDA dit que ces vaccinations peuvent se faire. Là, les recommandations de vaccination, elles sont assorties avec un remboursement. C'est les 2 premières doses qui sont vaccinées, qui sont remboursées, pas la 3e. Et donc, les vaccinations, si elles se font en dehors des protocoles, en lien avec une discussion avec un médecin, eh bien, il faut que ça soit une prise en charge complète. Donc, il y a des protocoles à l'heure actuelle qui sont possibles. Alors, je ne sais pas en France s'il y a en ce moment des protocoles dans lesquels les Françaises peuvent rentrer. En tout cas, sur le plan mondial, ça, oui. Et d'autre part, il n'y a pas de recommandation claire, mais on voit bien que ça risque de changer si on prouve qu'il y a une véritable efficacité dans l'évolution de la maladie. Okay, du coup, un peu sur la même logique, et parce qu'on avait eu la question aussi d'une jeune patiente, donc qui elle avait été concernée par un cancer gynéco, un col de l'utérus, donc lié au HPV, qui avait été soignée, etc., qui avait fait tous ces traitements, et à ce moment-là dans sa vie qui était célibataire. Et du coup, la question qu'elle se posait, c'est bah oui, mais donc si je rencontre quelqu'un d'autre, est-ce que je risque d'être réinfectée? Et du coup, là aussi, est-ce qu'il y a une question pour des personnes donc qui ont été soignées pour le cancer du col, d'un intérêt d'une vaccination un peu retardée dans le temps, ou est-ce qu'il y a aussi des études? C'est un peu la même logique, mais en fait c'est juste toujours... que c'est 2 cas différents quand même. Ouais, mais en fait, vous avez raison, c'est la même logique. Donc ça fait partie vraiment de tous les différents protocoles de recherche qui sont faits à l'heure actuelle. Alors il y a 2 questions pour votre patiente, c'est est-ce qu'elle risque de contaminer son nouveau partenaire? Il est montré que quand on est au stade cancer, la contamination n'est plus la question, c'est-à-dire que les cellules tumorales ne sont pas contaminantes, et voilà, c'est au moment d'une infection qu'on est contaminant. Après, à chaque fois qu'il y a un changement de partenaire, il y a un risque systématique d'avoir une nouvelle infection. Alors voilà, le port du préservatif est important dans la prévention, même si elle n'est pas aussi optimale que pour les autres IST, parce que la contamination par le papillomavirus, qui est un petit virus qui est présent au niveau des muqueuses génitales, il peut y avoir des contaminations pendant les préliminaires ou voilà, donc les caresses sexuelles. Donc le 100% de prévention n'existe pas avec un port de préservatif. Pour autant, il est efficace. Merci. Donc d'où l'intérêt de vacciner aussi les garçons, comme ça plus personne ne se contamine, et on est bien content. Je laisse la parole à Oriane pour l'autre question. C'est tout à fait un des arguments qui est d'ailleurs, vous mettez sur le site de l'HAS, de la Haute Autorité de Santé, eh bien c'est un des arguments qui est porté complètement, que c'est une protection de la population. Merci. Alors, on a une question de Yolène qui nous dit alors c'est un peu pour vous deux, je pense, professeur Badois, le docteur Seka, qui a entendu parler des autotests pour les femmes qui ne font pas de frottis régulièrement. Est-ce que vous avez des infos? Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Alors, les autotests, c'est des tests qui vont permettre de faire une PCR HPV. Plutôt que d'aller voir un professionnel de santé, donc je l'ai redit, le gynéco, le médecin généraliste ou une sage-femme, eh bien, il y a une possibilité de faire un autotest. Alors, généralement, et en France métropolitaine, on préfère un examen d'un professionnel de santé associé au test, parce que ça permet aussi de faire un bilan sur la santé de la femme. Les autotests sont proposés à l'heure actuelle pour des populations
qui ont un accès beaucoup moins important à des professionnels de santé. Donc, par exemple, en Guyane, pour des populations où en Guyane il y a beaucoup de cancer du col de l'utérus, chez des femmes très jeunes, eh bien, il y a des distributions d'autotests qui sont fiables et il faut bien apprendre à le faire, il faut bien faire son examen et qui peut être proposé parce que du coup, il y a un recueil des informations important. Et puis, il est proposé aussi à des femmes pour lesquelles il y a une difficulté à aller se faire examiner et pour lesquelles il n'est pas question qu'on ne soit pas soucieux de leur santé et donc c'est proposé. Mais ça reste des cas voilà, identifiés. Il y a des essais de façon générale, mais le test est aussi accompagné d'une consultation pour lequel il y a un échange avec un soignant qui peut aussi porter sur plein d'autres choses et qui a toute sa valeur. Merci beaucoup. Effectivement. Alors, juste, effectivement, il y a en France, je crois, le chiffre, c'est 1/3 des femmes qui n'a pas accès à un gynécologue. Et on rappelle que les sages-femmes peuvent faire des frottis. Et donc, quand on est dans un désert médical ou qu'on n'a pas accès à un gynécologue, il y a aussi l'option sage-femme qui permet de continuer la prévention, les dépistages, etc. Docteur Badoil, la question c'est si je suis dépistée, que je suis positif à HPV, qu'est-ce que je dois changer ou peut-être rien dans mes relations avec mon conjoint, ma conjointe? Alors, à l'heure actuelle, il n'y a aucune recommandation de changement de quoi que ce soit. La contamination, on ne sait jamais quand elle a été faite. Donc, un portage d'un virus, voilà. Alors, il y a différentes discussions sur. Alors, quand il y a une haute charge virale, qu'il y a une contamination à un moment précis, on conseille quand même de se protéger avec vraiment des préservatifs pour éviter la contamination. Alors, il y a des médecins qui ont proposé pendant les rapports urogénitaux de porter aussi un préservatif. Il y a aucune recommandation claire dans la littérature sur ça. Donc, c'est des choses qui sont conseillées par certains, mais qui pour autant n'ont pas trouvé leur substratum scientifique. Encore une fois, c'est 2017 la reconnaissance de ces cancers oropharyngés, donc il y a tout un champ exploratoire à continuer pour affirmer et surtout, le maître mot, c'est pas de culpabilisation et que c'est la présence de ce virus est présent à un moment donné dans le corps de 80% de la population. Ça veut dire que il transite. Espérons qu'avec la vaccination, ça ne sera plus le sujet, puisque typiquement en Australie, on a montré que 80% de la population n'était plus porteur. Et bientôt, ils visent un 100% chez les femmes et chez les hommes de non-portage du papillomavirus. Donc, on peut y arriver, mais il faut s'en donner les moyens. Merci beaucoup. Alors, le temps file, donc je propose qu'on donne la parole maintenant à Jérôme Sicard, qui est donc pharmacien à Châlons en Champagne et qui va nous dire aussi que les pharmaciens sont maintenant aussi impliqués pour nous aider à faire changer la donne entre guillemets de cette couverture vaccinale pour se protéger des HPV et de donc toutes ces maladies cancers ou maladies bénignes qui sont quand même bien gênantes. Donc bonsoir Jérôme, bienvenue. Ouais. Et donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu ces nouveaux rôles du pharmacien? Encore un rôle de plus, encore une autre mission, parce que vous les collectionnez ces dernières années, et c'est d'ailleurs une des raisons pour vous dire merci, parce que vous faites partie des soignants qu'on dit de proximité, donc un peu partout sur le territoire. La plupart d'entre nous, on a quand même quelques minutes à faire pour pouvoir pousser la porte d'une officine, donc c'est aussi cette proximité qui vous rend si précieux pour nous tous. Bah oui, merci Laure, merci Oriane pour l'invitation. Je vais faire le lien avec ce que disait
Cécile, sur cette couverture vaccinale, parce que je pense qu'on a obtenu entre guillemets ces nouvelles missions, notamment en vue d'élargir cette couverture vaccinale. Ça a débuté il y a quelques années avec la grippe. Ça a été nos premières armes dans la vaccination pour essayer d'augmenter justement cette couverture vaccinale. Récemment, on a eu la possibilité de vacciner sur les vaccins non vivants. Alors vous savez, il y a des vaccins qui sont vivants atténués, c'est notamment la rougeole au rayon, donc les rubéoles, donc qu'on n'avait pas forcément, enfin qu'on pouvait pas administrer. Et donc c'était des vaccins qu'on administrait chez les patients de plus de 16 ans sur ordonnance. D'accord, donc on n'avait pas le droit de prescrire et on n'avait pas le droit de vacciner avec n'importe quel vaccin pour les patients. Et puis donc bien sûr il y a eu la Covid également qui fait qu'on a été sollicité pour faire les vaccinations Covid. Et enfin très récemment, donc c'est ce sur quoi à la fois Cécile a communiqué et puis donc Laure faisait état, c'est qu'on nous a donné une nouvelle mission, on nous a élargi les missions pour la vaccination, avec cette fois-ci, moyennant une formation adéquate, nous avons la possibilité, demain, on va dire, de pouvoir vous vacciner, mais également de pouvoir prescrire la vaccination sur tous les vaccins obligatoires dès l'âge de j'ai un petit doute, je crois que c'est dès l'âge de 11 ans. Oui, la vaccination, c'est 11-14 ans. Sur la vaccination, non, pas pour le papilloma, hein, au global. Je crois que c'est à partir de, j'ai un doute entre 6 ans ou 11 ans. Donc voilà, toute vaccination confondue, et donc effectivement pour la partie papilloma, la possibilité donc de proposer une vaccination dès l'âge de 11 ans pour rentrer dans le calendrier vaccinal prévu. Je crois que c'est 6 ans pour les enfants, puisque c'est au moment du rappel d'été polio de 6 ans. Et donc, à partir de 11 ans, effectivement, pour le HPV, la possibilité de proposer au comptoir, moyennant donc tout un protocole que nous allons apprendre dans le cadre de cette formation que nous allons recevoir. Nous sommes obligés, en tant que pharmaciens, de suivre une formation de 14 heures pour obtenir donc la possibilité de pouvoir faire cette prescription. Alors, ça n'empêchera pas, bien sûr, d'avoir des prescriptions médicales sur tous ces vaccins-là, parce que le geste, en tout cas, une des priorités, c'est qu'il puisse y avoir donc une visite médicale avec un examen médical qui soit fait en lien avec cette prescription. Mais nous aurons également la possibilité de proposer aux familles, aux parents, la vaccination des enfants dès l'âge de 11 ans, donc avec la double le calendrier donc de 11 à 14 ans avec les 2 vaccinations, ou bien donc le rattrapage jusqu'à 19 ans, je vais dire dans la population générale, avec 3 vaccinations. Docteur Sicard, vous voulez qu'on vous mette vos slides ? Sur cette partie-là, voilà, ce que je voulais dire, c'était que on alertait déjà les patientes, les jeunes patients, notamment dans le cadre de la pilule du lendemain, par exemple, quand on a un jeune garçon ou une jeune fille qui arrive à la pharmacie et qui nous demande lors des soirées de garde ou lors des dimanches ou dans la journée une pilule du lendemain, ça faisait partie des questions qu'on posait pour essayer de savoir si pour cette patiente ou ce jeune patient la vaccination papilloma avait été faite ou pas. Voilà.
Oui, on peut mettre les diapos pour continuer, pour élargir un petit peu le scope, parce qu'en fait les missions des pharmaciens ont largement évolué ces derniers temps. C'est lié à plein de raisons, on va pas forcément les énumérer ce soir. Il y a des problèmes bien sûr de désertification médicale, de présence de proximité, et puis il y a également le fait que au moment de la Covid, le réseau pharmaceutique en France s'est fortement mobilisé et ça a permis d'effectuer les tests et les vaccinations, et je pense que c'est en partie grâce à ce travail-là qu'on a pu obtenir les résultats pour ce qui concerne la Covid. Donc à partir de là, alors tu peux, Oriane, passer la diapo suivante. Je ne sais pas si j'ai la main, non, je crois pas. Oui, vous avez la main avec. Ah d'accord, très bien. Oh, excusez-moi. Ouais. Donc très bien. Donc ces nouvelles missions, en fait, donc on a bien la vaccination pour le HPV. On a également, et je pense qu'un certain nombre de nos auditeurs de plus de 50 ans l'ont éprouvé. Nous avons maintenant la possibilité de vous délivrer à la pharmacie des kits de dépistage pour les cancers colorectaux. Donc c'est également une nouvelle mission que nous avons actuellement. Et puis nous avons sur la partie oncologie plus largement, depuis maintenant 3 ans à peu près, on va dire, c'est arrivé au moment de la Covid, donc on va dire que c'est arrivé au mauvais moment. On a la possibilité au niveau des pharmacies de proposer à tous les patients adultes qui sont sous traitement oral, chimiothérapie orale, thérapie ciblée, hormonothérapie, 3 entretiens gratuits à la convenance en termes de l'organisation, à la convenance bien sûr de l'agenda des patients. 3 entretiens pour revenir un petit peu sur la compréhension des soins, sur l'impact du traitement sur le quotidien des patients, et puis bien sûr un entretien sur la bonne prise du médicament, la bonne adhésion, ce qu'on appelle adhésion au traitement, c'est-à-dire à la fois la compréhension, mais également la bonne prise de la bonne dose au bon moment, tel que c'est indiqué, en tout cas la préconisation. Nous avons également dans certaines régions de France et plus largement en France, on participe, un certain nombre de pharmacies participent. Vous faites peut-être également partie de ces expérimentations-là. On participe à ce qu'on appelle les articles 51. Alors qu'est-ce que c'est derrière ce nom barbare? C'est en fait là où on n'a pas forcément de parcours de soins qui sont bien cadrés, qui sont, on va dire, à la fois cadrés, mais à la fois rémunérés pour l'ensemble des professionnels qui participent. L'État, le ministère de la Santé, a ouvert la possibilité de faire des expérimentations pour améliorer ces parcours de soins, pour évaluer si ces parcours de soins apportent un réel bénéfice, pour au final, un jour, les intégrer définitivement dans les actes de remboursement de la Sécu. Et donc, on a en oncologie 2 grands projets, donc un national qui s'appelle Oncolink et un autre qui est purement donc dans le Grand Est, qui s'appelle Picto. L'idée, c'est qu'il y ait un accompagnement, on va dire, beaucoup plus renforcé des personnes qui prennent des traitements oraux, à la fois par les pharmaciens hospitaliers dans les centres de soins et par les pharmacies d'officine et les équipes officinales dans les territoires. Voilà, donc on a Picto pour la partie officinale et le Oncolink pour la partie nationale. Oncolink, c'est énorme, hein, c'est 10 000 patients, 10 000 officines, c'est-à-dire la moitié du réseau officinal français qui normalement est intégré dans ce projet-là. Ensuite, on a également 2 nouveautés qui sont arrivées, pour faire simple, hein, dans le monde de l'officine et qui sont, on va dire, uniques.
unique en France et je pense quasi unique au monde, parce que la caractéristique que nous avons en France, c'est que vous pouvez en gros obtenir votre thérapie orale n'importe où sur le territoire, en moins d'à peu près 48 heures, on va dire, 6 jours sur 7, vous avez votre thérapie ciblée, votre hormonothérapie qui est disponible dans n'importe quelle pharmacie de France. Ça, c'est quand même une particularité parce qu'il y a peu de pays dans le monde qui proposent ce maillage, cette prise en charge. Pour avoir rencontré, traversé l'Atlantique aux États-Unis, pour avoir discuté avec des pays européens, très souvent la distribution, on va dire, de ces traitements-là est réalisée soit par des pharmacies hospitalières, soit par des réseaux de pharmacies spécialisées. C'est rarement dans une pharmacie lambda que vous pouvez obtenir ces traitements. Sauf que depuis 2000, les débuts des années 2000, on a bien sûr, je pense que vous en avez eu connaissance, les plans cancer. Et donc ces plans cancer, qu'est-ce qu'ils ont réussi et l'objectif, réussi à faire et l'objectif est de permettre à tout patient de réduire les disparités territoriales et d'essayer d'arriver à une égalité d'accès, à une qualité des soins partout sur le territoire. Alors on n'est malheureusement pas encore arrivé à ce but ultime. Tous les professionnels de santé y travaillent, en tout cas ceux qui sont investis et notamment patients en réseau. Hein, ça fait partie des leitmotifs de cette association, de notre association, on va dire ça comme ça. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on a structuré énormément la prise en charge hospitalière. Hein. Donc maintenant, depuis de nombreuses années, les hôpitaux doivent être accrédités pour pouvoir faire de la cancérologie. Et ben c'est un peu, l'idée au niveau des officines, puisque vous avez en France à peu près 20 000 pharmacies. Eh bien, à un moment donné, on s'est dit, il faudrait quand même qu'on pose un référentiel à la fois de qualité, donc ce qu'on appelle un référentiel de certification de service. C'est barbare aussi, c'est validé. Alors, vous devez sûrement connaître des certifications comme ça, par exemple la certification ISO, que vous voyez dans les entreprises, dans les process, dans l'industrie, dans l'administration et autres. Ce sont des certifications qui sont validées par le COFRAC au même titre que celles que nous avons réalisées pour la pharmacie en France. Et c'est pareil on a décidé d'avoir un pendant scientifique de cette certification. C'est le référentiel APSOS. C'est la première fois que, en gros, vous pouvez aller voir. Hein, c'est un libre accès sur le site de l'association francophone des soins oncologiques de support, où vous retrouvez en gros les différentes étapes qui doivent permettre à une pharmacie d'officine de monter en compétences pour améliorer son accompagnement, améliorer la proposition de soins qui vous est proposée. Alors, je vais passer très rapidement. Hein. L'idée, là, je passe sur ces diapos-là. En fait, quand on travaille avec nos confrères, on leur montre que, à la fois dans leurs officines, mais également sur leur territoire, une excellente connaissance du territoire est nécessaire et le développement d'un certain nombre de compétences au sein de l'officine est nécessaire pour améliorer vraiment l'accompagnement des patients. Et notamment, cela passe, et vous devez sûrement le voir en pratique, cela passe par des conseils sur le sport santé, cela passe sur une connaissance des associations qui sont disponibles au niveau local, mais au niveau également national. C'est bien sûr de connaître les compétences qui sont disponibles au niveau du territoire, de votre lieu de vie, pour vous accompagner au mieux pour le cancer. Donc, on parle par exemple d'annuaire de soins de support ou de soins de confort. Ça, c'est l'association que je préside, qui s'appelle Action Croisée, mais en fait, vous le retrouvez maintenant dans tous les réseaux, sur le site de tous les réseaux régionaux de cancérologie. Vous avez un répertoire, un annuaire des ressources en soins de support qui essaye de répertorier les professionnels qui sont identifiés et présents à côté de chez vous. Et donc, quand on a besoin
d'avoir une information. Je vous montre par exemple là tous les thèmes qui sont par exemple abordés dans l'annuaire que nous avons réalisé, mais cet annuaire-là, on l'a partagé avec tous les centres de soins du Grand Est et avec tout le réseau régional du Grand Est et avec tous les centres de soins de proximité. Donc, vous avez tous les centres à Reims et à Châlons. Et donc, tous ces centres-là savent quelles sont les compétences qui ont été identifiées localement. Et donc, ça, c'est très important parce que vous le vivez, je le vis de l'autre côté, on va dire, en tant que professionnel de santé, pouvoir vous apporter une information qui va jusqu'à vous dire, tiens, vous avez tel type d'effet indésirable, eh bien, en face de cet effet indésirable, on peut vous proposer tel ou tel conseil en termes de soins de support et de soins de confort. Eh bien, c'est une valeur ajoutée qui est inestimable dans ce parcours-là. Et c'est pour ça qu'on le partage avec les centres, parce que de plus en plus, vous avez des infirmières de coordination, vous avez des oncologues qui sont spécialisés dans les soins de support et dans l'accompagnement, et qui vont s'appuyer sur ces données-là pour vous permettre d'avoir le meilleur conseil possible. Alors bien sûr, ces pharmaciens, on leur présente également tout plein d'outils. Alors je rentre pas dans le détail, c'est pareil. On a de multiples outils qui sont disponibles et d'accès gratuit sur Internet et qui nous permettent d'améliorer la manière dont on va vous dispenser les traitements et on va vous conseiller les traitements tout au long du parcours. Que ça soit sur de la nutrition, le risque d'interaction médicamenteuse avec les plantes, est-ce que on a des soucis d'interaction médicamenteuse entre les médicaments eux-mêmes? Est-ce qu'on a des adaptations de doses à faire parce que peut-être que le rein fonctionne pas aussi bien et qu'on va peut-être devoir faire des adaptations? En tout cas, tous ces éléments-là, on les a de disponibles. Pour terminer, donc je vous ai parlé de ce référentiel de certification et du référentiel de l'Apsos qui sont finalement la main qualité et la main, on va dire, scientifique de notre métier. Et vous voyez qu'en fait, l'accompagnement qu'on a identifié pour l'ensemble des pharmacies dans le cadre de la prise en charge des patients, eh bien, passe par 14 univers qui vont de la formation aux entretiens, on en a parlé, des entretiens pharmaceutiques, à la communication interprofessionnelle. C'est important, par exemple, que je puisse communiquer avec le médecin traitant sur un nouveau traitement que vous avez, qu'on vient de dispenser à la pharmacie, mais dont le médecin traitant n'a jamais entendu parler. Au même titre d'ailleurs que la pharmacie, peut-être 3 heures avant. Soyons clairs dans la réalité des choses. Pareil sur la détection de la souffrance psychique, sur la gestion des effets indésirables. Et j'en passe. Vous voyez, il y a 14 univers sur lesquels, en fait, on forme les pharmaciens pour avoir une meilleure approche des patients et pouvoir leur apporter le conseil nécessaire. Et donc, dans le cadre pour finir et reboucler avec notamment la vaccination HPV, ça va rentrer bien sûr dans ce parcours-là. C'est très important de pouvoir conseiller nos patients au comptoir et de leur apporter une prise en charge qui soit la plus globale possible, bien sûr dans la limite de nos responsabilités et de notre savoir. Voilà. Merci beaucoup Jérôme pour toutes ces explications, j'allais dire presque en direct du comptoir ce soir. C'est vrai que les pharmaciens d'officine, et donc c'est vrai qu'on a vu cette partie sur la vaccination, je crois que c'est très important parce que vous connaissez les familles, vous connaissez les gens, vous voyez les enfants naître puis grandir et c'est l'occasion de passer tous ces messages. Pour rebondir sur ce que tu dis, Laure, il y a une sociologie à la pharmacie, c'est-à-dire qu'il y a des âges où on voit les gens, il y a des âges où on voit plus les gens. Et donc c'est important parce que jusqu'à un certain âge de l'adolescence, on va les voir, mais déjà 18-19 ans, c'est déjà un âge de patients, on va dire de gamins, de jeunes qui sortent du scope de la pharmacie. Tant mieux pour eux, c'est que tout va bien, mais ça veut dire aussi qu'on les reverra normalement quand ils seront eux-mêmes dans un projet de vie, de désir de grossesse et compagnie. Donc il y a des zones comme ça
sociologiques sur les types de patients que nous avons à la pharmacie. Mais c'est vrai que les tout jeunes, ça fait partie bien sûr des enfants que nous avons à la pharmacie. Alors, on ne peut pas finir cette soirée sans vous poser quand même une des questions brûlantes parce que, ne serait-ce qu'hier, sur mon réseau Cancer Gynéco, j'avais une patiente, il y avait une personne utilisatrice de ce réseau qui me dit je suis désespérée, je sors d'un dîner, donc c'est une jeune femme, on va dire, à la quarantaine, et en gros, mes amis me disent mais non, ces vaccins, c'est plein d'effets indésirables, on n'en a pas besoin, voilà. Donc, est-ce qu'on peut comment combattre ces idées reçues qui circulent encore extrêmement fortement? Donc, en tant que pharmacien, en tant que professeur de médecine, est-ce que vous pouvez nous donner des éléments par rapport à cette sécurité, le risque qu'on prend éventuellement pour ces enfants? Parce qu'en fait, c'est ça la réponse, c'est de dire j'ai peur que ce vaccin soit mauvais pour malgré tout qu'il y ait des effets indésirables à long cours ou d'autres maladies, et donc je ne peux pas imposer ça à mon enfant. Or, on est dans une démarche, on voit bien de réduire des risques de cancer et de maladies bénignes, pour autant très invalidantes dans le quotidien, dans l'intimité de la sexualité. Alors, moi, je rappelle aussi que c'est quand même terrible de voir des jeunes femmes à qui on est obligé de faire des chirurgies lourdes et qui peuvent plus avoir d'enfants. C'est quand même des drames à vivre. Donc voilà, c'est ça quand même l'enjeu. Mais donc, comment est-ce qu'on peut sécuriser les parents qui se posent encore des questions sur la fiabilité et la sécurité de ces vaccins? Alors, grande question. On en a pris plein la vue avec la Covid pendant des mois et des mois là-dessus. Sur la question de l'HPV, c'est quand même un des seuls vaccins qui permettent quand même de se prémunir d'un risque de cancer. Il faut quand même pas l'oublier. Je pense qu'il faut mettre cet aspect-là en avant. Alors après, il y a plusieurs aspects, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui sont contre la vaccination au sens large du terme. Donc là, il y a une bagarre de fond à mener. Ensuite, on a des gens qui se posent des questions sur l'innocuité des vaccins, sur leur composition, sur ce qu'on a dans le vaccin ou pas. C'est comme les patients qui nous disent j'ai été vacciné pour la grippe, j'ai chopé la grippe avec le vaccin de la grippe. On dit non, mais donc il faut réexpliquer, rééduquer à chaque fois le pourquoi du comment, pourquoi c'est impossible, pourquoi c'est pas, voilà. Donc sur la garde d'asile, je dirais qu'on a, à ce jour, parce qu'on n'était pas dans un contexte où c'était nous qui étions en première ligne de prescription, on va dire, du vaccin, on a peut-être pas, on a des réticences par moment. On l'a eu sur l'hépatite B aussi. On a beaucoup de patients, beaucoup de parents qui ont demandé à faire du pentavalent et pas de l'hexavalent. Enfin, pas de l'hexavalent. Alors pardon pour les. Donc ça veut dire tous les vaccins pour les enfants hors hépatite B et qui ces enfants-là, quand ils grandissent, un jour ils reviennent nous voir en nous disant j'ai besoin d'une vaccination hépatite B parce que je veux faire des études dans tel ou tel secteur et on m'oblige à avoir la vaccination hépatite B. Or, quand j'étais gamin, mes parents ils m'ont pas fait faire l'hépatite B. Donc je pense que cette question-là, elle va ressortir pour nous beaucoup plus sur le HPV. Mais moi, un des arguments clés, c'est le fait que c'est quand même une des seules options qu'on ait aujourd'hui, tout cancer confondu, qui nous permettent de nous prémunir d'un cancer. Et ça, c'est quand même un élément majeur, compte tenu en plus, on va dire, culturellement, de l'évolution des pratiques, notamment au sein des adolescents et dans la relation amoureuse, on va dire. Je sais pas pour je vais compléter sur le fait qu'on s'assoit sur des données de vaccination massive dans le monde entier, que les effets indésirables sont retrouvés comme vraiment minimes pour la très immense majorité. Alors ça s'appelle des douleurs sur les points d'injection, des hématomes,
il peut y avoir des effets indésirables plus importants de type fièvre, de type perte de connaissance, mais qui sont rares, vraiment beaucoup plus rares. Et à l'heure actuelle, l'OMS a publié clairement des données pour dire que, et même des études Cochrane qui ne sont quand même, alors les études Cochrane, c'est des études qui sont vraiment indépendantes de tous les laboratoires et qui travaillent qui sont très 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 agressives, parfois vis-à-vis de certains médicaments, et qui montrent que, compte tenu de toutes les données que l'on a, c'est un vaccin qui est sûr. Voilà. Donc moi, je ne me fais que le rapporteur de ce qui est dans la littérature, et c'est important aussi d'entendre qu'il y a des effets indésirables, certes, que les effets indésirables il n'y a pas montré plus qu'il y avait de risque de faire ce qu'on appelle un Guillain-Barré qui peut être induit par la vaccination plus que à la suite d'une vaccination par papillomavirus qu'un autre. Donc voilà, donc sur les effets indésirables, il y a une littérature très dense sur des millions de doses qui ont été données et pour lequel il n'y a à l'heure actuelle pas d'argument pour montrer qu'il y a des effets secondaires suffisamment importants pour l'arrêter. Encore une fois, pour rappel, il y a un pays qui a arrêté la vaccination qui est le Japon pendant 10 ans à la suite d'un risque, et c'est aussi à l'État de faire attention, et qui a repris de façon très intensive pour rattraper justement les vaccinations qui n'ont pas été faites. Donc pour rappel, en France, c'est 6400 cancers chez les femmes et chez les hommes, 3000 cancers du col de l'utérus, 1500 décès par an de femmes du cancer de col de l'utérus, 30 000 femmes pour lesquelles il y a des lésions précancéreuses, pour lesquelles il y a des colpectomies, c'est-à-dire qu'on va leur enlever le col de l'utérus, qui entraînent des risques, et c'est le couple, de stérilité, de fausses couches, de difficultés. Donc c'est pas rien. C'est 100 000 personnes nouvelles par an. Là, je parle de nouveaux parents. Donc après, vous faites du cumulé sur 5 ans, entre 25 et 30 ans, vous voyez à peu près le nombre de personnes. Donc ça fait de verrues, et vous avez raison de le redire là, ce sont des lésions qui peuvent avoir une influence délétère sur la sexualité, qui sont désagréables et peu amènent à avoir une sexualité épanouie. Donc voilà, donc c'est sûr que à l'heure actuelle, et puis le dernier point, c'est que il y a des moyens de faire de la prévention si elle est faite, et on voit bien que 40% des femmes ne sont pas suivies de façon suffisamment importante par des gynécos ou d'autres professionnels de santé. Donc on passe à côté de 40% de la population qui n'est pas vue avec une prévention primaire, c'est-à-dire secondaire, c'est-à-dire les tests HPV ou les frottis. Et il y a des cancers pour lesquels il n'y a pas de prévention de type secondaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tests qui sont faits. Donc parce que ça coûterait trop cher d'aller chercher les cancers de l'anus dans la population de façon générale. Et puis surtout, les cancers ORL qui sont clairement de plus en plus fréquents. Nous n'avons aucun test à l'heure actuelle puisqu'on n'arrive même pas à trouver les lésions précancéreuses. Donc 80% des patients qui arrivent avec des cancers de l'oropharynx arrivent à des stades évolués parce que nous n'avons pas de tests pour aller les chercher. Donc c'est pour ça que à l'heure actuelle, le seul moyen de se prémunir contre ces cancers, c'est de vacciner les populations jeunes qui n'ont pas encore rencontré le virus. Non, mais c'est vrai que les effets secondaires sont équivalents à n'importe quel vaccin que nous faisons, c'est-à-dire que un hématome. Il n'y a pas de risque, mais le risque n'est pas supérieur. Voilà, c'est ça. C'est une question de risque. Voilà, mais en tout cas, merci de l'avoir rappelé, parce que je crois que c'est aussi important qu'on retrouve dans cette webconférence, au-delà de toutes les informations très utiles que vous nous avez délivrées, ces messages aussi pour rassurer les personnes qui cherchent. Et éventuellement, on vous demandera si vous pouvez, s'il y a moyen d'avoir la référence de la revue Cochrane, de l'article Cochrane, pour l'avoir dans le dossier pour les gens qui cherchent à avoir à se nourrir d'une référence sûre et indépendante.
la formation de la population, mais aussi des soignants. C'est-à-dire qu'il y a des pharmaciens ou des médecins qui vont dire mais non, ça ne concerne pas votre fille parce que vous comprenez, ça induit nécessairement une sexualité. La problématique de la sexualité induit des comportements qui ne sont pas en lien avec la réalité du risque d'un cancer. Ah, mais c'est vrai. Merci. Donc, on retient il n'y a pas de culpabilité à avoir, mais par contre, il y a de la prévention à faire, de la connaissance et disséminer les bonnes informations. Et là, on vient d'avoir des arguments. Donc, les dîners d'amis, de famille, etc., on dissémine vraiment les informations justes. En termes de prévention, c'est aussi l'activité physique. Et Laure, je crois que tu voulais finir ce mois de septembre turquoise avec 2 marches aussi que tu voulais. Alors oui, ce week-end, on a déjà marché en Normandie, j'allais dire autour avec mon réseau cancer gynéco et avec aussi de l'équipe du centre Baclès qui est venue jusqu'à Bagnoles-de-l'Orne. Donc ça, c'était très sympathique. Et en fait, donc on a une marche qu'on a appelée la marche des Èves, donc une marche qui pour le coup est ouverte à tous. Donc toutes et tous, qui permet en fait en ligne de faire des petites équipes et de marcher, de s'amuser. Et au-delà de marcher, de bouger, ce qui est bon pour tout le monde, l'idée c'était aussi de sensibiliser au cancer féminin, donc là aussi donc les cancers gynéco et cancers du sein. Et voilà, donc cette marche elle est ouverte, vous pouvez rejoindre jusqu'au 4 octobre. C'est sympathique, on peut s'inscrire donc de toute la France. Et puis donc on finit septembre turquoise, on va bientôt démarrer octobre rose et on vous donne rendez-vous aussi pour la journée des aidants. Donc les proches aidants, c'est tout, voilà, nos maris, nos femmes, nos compagnons, nos enfants, nos filles, nos fils, etc. en fonction des âges qui nous accompagnent quand on est malade. Et l'idée de cette webconférence, ça va être de présenter les résultats d'une enquête qu'on a fait auprès des proches aidants de nos réseaux, où on leur a vraiment demandé quels étaient leurs besoins, parce qu'il y a véritablement un besoin d'information, mais aussi des besoins peut-être un peu différents, évidemment en fait différents des patients. Et puis donc il y aura aussi le témoignage de personnes qui sont dans cette situation et on vous racontera un peu ce qu'on fait du côté des aidants sur nos réseaux privés pour aider ces personnes à nous aider quand on est malade. Voilà, donc très bonne soirée. Vous avez tous ces rendez-vous, donc vous retrouvez tout ça en ligne et le replay de cette soirée sera disponible d'ici quelques jours quand l'équipe d'Oriane aura tout mis ça bien joli. Voilà. En tout cas, un grand merci aux auditeurs qui sont venus tardivement. Je sais que c'est toujours des émissions qui sont énormément regardées en replay. Un grand merci au professeur Badoual, encore dans son bureau à cette heure tardive, et au docteur Sicard qui a fermé un peu plus tôt la pharmacie pour pouvoir justement nous passer tous ces messages. Donc un grand merci à vous deux qui étiez un petit peu. Bonne soirée.